Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en constante mutation. Ce qui semblait stable hier est remis en question aujourd'hui et l'avenir paraît à la fois prometteur mais surtout incertain. Des bouleversements climatiques aux évolutions technologiques, en passant par les crises économiques, sociales et même culturelles, le monde change vite et parfois brutalement. Transformation globale hier, aujourd'hui et demain. Quelle lecture peut-on en faire? Ce soir, en tout cas, nous vous invitons à prendre du recul et à interroger le passé, mais surtout à décréter le présent et à entrevoir les pistes pour demain. Alors, comment comprendre cette transformation globale? Quelles sont les ruptures? Quelles en sont justement les continuités? Et surtout, quelles responsabilités et quelles opportunités pour nos citoyens du monde? Restez avec nous. Nos invités vont nous aider à penser ce grand moment planétaire avec lucidité, mais surtout avec espoir. Production rappel bien entendu proposée par nos amis de Globos en partenariat avec Pan-African Media TV. On retrouve nos invités juste après cette transition. Ils nous retrouvent en multiplex, nos invités qui nous permettront donc de voir clair dans la mise en place de ce monde multipolaire où la Fédération de Russie, aux côtés de la République sœur du Congo-Brazzaville, a donc inauguré un atelier de réflexion vers la mise en place de ce monde multipolaire adossé cette fois-là sur les valeurs culturelles, un atelier qui s'est refermé il y a peu, mais qui est une véritable plateforme de réflexion novatrice qui pose les jalons d'une véritable réflexion profonde sur le continent africain. Comment accueillir ce monde multipolaire? Comment y arriver en tenant compte notamment de tous les leviers nécessaires vers la mise en place d'un nouveau paradigme? C'est l'essence en tout cas de la réflexion qui s'ouvre à l'instant en télévision. Christelle Néant, vous êtes journaliste mais davantage rédactrice en chef adjointe d'International Reporter. Merci de nous retrouver avec depuis votre position stratégique dans le Donbass bien sûr. Bonsoir. Alors Christelle, rapidement, est-ce que pour nos téléspectateurs, on peut faire le point de la situation actuelle qui prévaut notamment dans le Donbass? La situation actuelle, c'est que l'armée russe continue d'avancer malgré des tentatives de contre-attaque de l'armée ukrainienne. Toute la partie sud de la République populaire de Donetsk a été totalement libérée par l'armée russe. Ça c'est fait, donc il ne reste plus que le segment nord-ouest de la République, donc la zone Pokrovsk, Slaviansk. Mais même là, on avance. On a reçu les nouvelles aujourd'hui que la moitié de la ville de Kupiansk est déjà sous contrôle de l'armée russe, plus au nord. Donc dans le Donbass, ça avance. La République populaire de Lugansk, elle a été totalement libérée, quasiment à 100%. Il reste plus que quelques champs. Mais tous les villages, toutes les localités de la République ont déjà été reprises sous contrôle de l'armée russe. Donc on voit que l'initiative reste du côté de l'armée russe, peu importe les renforts, y compris la 3e brigade d'assaut, alias Azov, qui ont été envoyés pour essayer de stopper cette avancée, surtout au moment des discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine, puis entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, pour essayer d'empêcher la Russie d'avoir un meilleur levier de négociation. Malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on voit aussi que la reconstruction bat son plein dans le Donbass un peu partout. Les autres régions de Russie aident massivement à reconstruire pas seulement la ville de Mariupol, qui est brandie comme une espèce de ville vitrine par les médias occidentaux, mais toutes les villes, Donetsk, Makeyevka, Avdeïevka, j'y étais encore il n'y a pas longtemps, malgré les risques de drones ukrainiens qui continuent de voler régulièrement et de frapper principalement des infrastructures civiles. Donc ils attaquent les équipes de réparation, ils attaquent les transformateurs électriques ou les sous-stations électriques. Et bien malgré tout ça, la vie revient dans le Donbass, les gens reviennent et la reconstruction bat son plein. Merci à vous pour ce compte rendu fidèle, du moins
cet aperçu de la situation qui prévaut dans le Donbass, comme dans l'ensemble des oblasts qui ont donc décidé de reconnaître, se reconnaître désormais russes au moment où notamment les négociations ont pignon sur rue. Vont-elles, parlant de ces négociations, aboutir à un cessez-le-feu permanent? En tout cas, c'est une autre paire de manches. On retrouve nos amis, professeur Nyama Célestin. Vous êtes à nos côtés depuis le Congo-Brazzaville. Merci de nous retrouver, prof. Bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Marien Gouabi. À vos côtés également notre professeur Franck Langa. Il est également professeur à l'université Marien Gouabi du côté de Congo-Brazzaville. Professeur, merci également de nous retrouver au cœur de cette réflexion en télévision. Merci. Allez, messieurs, place donc au débat, mais surtout aux échanges. Je démarre rapidement avec vous, professeur Franck Langa. Eh bien, on l'a dit à l'entame de cette émission, la Fédération de Russie, aux côtés notamment portée par l'ambassadeur de la Fédération de Russie du côté du Congo, Brazzaville, a récemment animé, eh bien, du côté de Brazza, un atelier qui a porté notamment sur la transformation globale du monde, passant notamment par le contexte, convoquant le contexte actuel, les réalités d'hier, mais surtout en tentant de se projeter vers l'avenir, une plateforme de réflexion qui voudrait donc clairement concilier l'Afrique avec notamment sa culture, mais également avec l'effet historique antérieur à l'effet donc de mieux entrevoir ce monde multipolaire qui frappe notamment à toutes les portes, qu'elles soient africaines, continentales ou américaines, même nord-américaines. Quelle lecture peut-on faire d'entrée, professeur Langa, autour de cette démarche de la Fédération de Russie, et bien adossée notamment sur la vision portée par le professeur, par le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville? Je vous remercie. Dans un premier temps, nous avons des sentiments de satisfaction à l'égard de la Fédération de Russie, d'avoir vraiment pris cette initiative envers notre nation qui est le Congo, et puis qui a quand même une grande histoire avec la Russie, en termes de formation, au niveau des universités, au niveau aussi à l'époque des cadres moyens qui partaient se faire former en Russie. Et vu cette ampleur, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et ça va droit dans nos cœurs parce que le même jour, j'y étais, j'étais parmi les participants. Nous étions vraiment ravis de voir qu'il y a eu une manière de retracer cette histoire au niveau de notre nation et au niveau de la Fédération de la Russie. Pourquoi pas au niveau aussi international et africain. Alors, je reste avec vous, professeur Langa. Vous avez préparé effectivement ces travaux. Quel est, de votre point de vue, le fait saillant? Vous avez tenté de revenir, en tout cas, autour de cet héritage commun entre le Congo-Brazzaville et la Fédération de Russie. On a tenté de repasser ces longues années de coopération, bien avant des années d'indépendance, comme ça a été le cas pour beaucoup d'autres pays. Mais davantage avec votre pays qui a donc eu le mérite, en tout cas, de pouvoir s'ouvrir à ce monde multipolaire beaucoup plus tôt, en diversifiant notamment ses partenaires, la Fédération de Russie, qui reste incontestablement aujourd'hui comme étant l'un des partenaires, on va dire, assez majeurs du Congo-Brazzaville. Alors, quand on revisite, bien entendu, vous êtes un universitaire, ce parcours historique, mais davantage ces dernières années de coopération entre le Congo-Brazzaville et la Fédération de Russie, qu'est-ce qu'on se dit au sein des milieux universitaires? Qu'est-ce qui est retenu comme message de fond, comme substance moelle pour les générations présentes? Mais pour les générations présentes, nous pouvons dire que cette coopération va toujours bon train parce que c'est pas, nous n'avons pas coupé les ponts avec la Fédération de Russie parce que les cadres congolais se font toujours former au niveau de la Russie. Donc la coopération est continuelle. Donc nous sommes toujours ravis et pour la nouvelle génération, puisque même cette nouvelle génération bénéficie des retombées de cette coopération. Parce que les cadres qui ont été formés en Russie sont ici à Brazzaville et continuent de former aussi au niveau de nos universités. Donc nous avons aujourd'hui, si on peut estimer
la plus-value ou estimer le nombre des cadres qui ont été formés au Russie au niveau de l'université Marien-Ngouabi, nous pouvons dire que non, ça peut valoir autour de 50 ou voire même 60%. Donc ces cadres-là sont au pays qui sont en train de former encore d'autres cadres. Donc cela veut dire que je peux dire que c'est une coopération continuelle et qui est aussi bénéfique pour la nouvelle génération. Merci. Professeur Niamé Célestin, je vous retrouve également avec la même préoccupation. C'était donc une véritable plateforme de réflexion inaugurée donc par nos amis d'experts Globos avec notamment la mairie de Brazzaville, le Congo, qui a donc le mérite d'être, on va dire, aux avant-postes, notamment de cette véritable réflexion géopolitique et même géostratégique qui va certainement s'étendre au-delà des frontières de votre pays. En tant que Brazzavillois, comment on accueille une telle démarche portée notamment par un partenaire stratégique à la Fédération de Russie? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous dire que, avant de répondre à votre question, que la coopération entre le Congo-Brazzaville et la Fédération de Russie est une coopération légendaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps, après les indépendances. Le Congo et la Fédération de Russie ont marché ensemble pour réaliser des projets. Par exemple, l'hôpital Blanche-Gomez, l'école aujourd'hui qu'on appelle l'école nationale de la magistrature, qu'on appelait à l'époque l'école du parti. Donc ça veut dire que la Russie et le Congo-Brazzaville sont deux républiques sœurs qui marchent toujours ensemble et qui ne laissent personne au bord de la route. Alors aujourd'hui, la Russie n'a pas baissé les bras, et le Congo aussi n'a pas baissé les bras. Ils sont toujours ensemble pour réaliser des projets. La preuve, au plan militaire, au plan de l'enseignement et au plan de la santé et au plan de l'ingénierie, la Russie a formé beaucoup de cadres. Et ces cadres sont toujours là, en train de faire la fierté de tout ce qu'ils ont appris en Russie pour venir dispenser cela au Congo. Et quand vous regardez la majorité, pourtant le Congo, je voudrais le dire, est un pays qui a été colonisé par la France. Mais quand on regarde par rapport aux cadres formés, qu'ils soient supérieurs ou cadres moyens, la Russie aujourd'hui a fait le paquet et la Russie ne veut pas laisser. Parce que la coopération, elle est tellement humaine, elle est tellement bonne. Pour ça, Niama, je reste avec vous. Vous avez bien fait de passer au peigne fin, en tout cas, on va dire, les retombées de cette coopération. Vous tentez de nous faire comprendre qu'effectivement, l'atelier qui s'est tenu le 30 août dernier s'inscrit dans la droite ligne, on va dire, de ce pendant positif de la coopération entre la Fédération de Russie. Quelles peuvent être, de votre point de vue, donc, eh bien, la plus-value d'une telle réflexion dans votre pays? Oui, cet atelier, pour moi, je dis que il est très important parce que cet atelier a permis de ressasser l'histoire. Pour que la génération d'aujourd'hui, donc on appelle la génération future, puisse comprendre ce que la Russie a matérialisé au plan historique. Voilà pourquoi il y a eu des illustrations pour que cette jeunesse puisse lire et comprendre ce que la Russie a eu à faire, ce que la Russie a eu à matérialiser pour le Congo-Brazzaville. Et vous savez que la majorité de cette jeunesse croit qu'il n'y a que la France qui est le pays colonisateur qui a tout fait. Non, la Russie a joué un jeu primordial, un jeu important et capitalisé son histoire. Voilà pourquoi cet atelier était très important pour qu'il ait la bonne visibilité de toutes les actions faites par la Fédération de la Russie envers le Congo, sur tous les plans.
Alors, professeur, dans votre point de vue, c'était un besoin davantage de pédagogie. Vous êtes un universitaire, un besoin de pédagogie pour cette jeunesse qui est parfois bercée, passez-moi l'expression, à des sources occidentales et qui ne comprennent pas clairement le déclic des orientations politiques, notamment enclenchées ces dernières années par votre président Denis Sassou Nguesso, en demandant, du moins, en relançant cette fois-là avec beaucoup plus d'acuité la coopération, l'axe, on va dire, Brazzaville-Moscou. Oui, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le sait très bien que la Russie est un État qui a beaucoup aidé le Congo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les plans. La Russie n'a jamais dévoyé sa mission. Voilà pourquoi le chef de l'État, s'il arrive toujours à fréquenter la Russie, c'est pour des besoins historiques. Et c'est par rapport à ce que la Russie a eu à réaliser comme des choses importantes dans les différents domaines. Ce n'est pas pour rien, comme j'ai cité tout à l'heure, dans le cas de la santé, dans le cas de l'ingénierie, dans le cas de l'armée, dans le cas de l'enseignement, et même dans le cadre de la formation. Aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des jeunes médecins qui vont en Russie pour aller apprendre et revenir avec cette expérience. Donc, le chef de l'État le sait très bien que la Russie, c'est le canal même de la coopération entre le Congo et d'autres pays africains. Vous avez des exemples qui sont légendaires, donc on ne peut même pas citer ici. Mais en ce qui concerne notre pays, le Congo, le besoin est tellement fécond. Voilà pourquoi le chef de l'État, par rapport à ce qui s'est passé avant, ne peut pas laisser la coopération entre le Congo et la Fédération de la Russie. Parce que il est reconnaissant de tout ce que la Russie a eu à faire. Voilà pourquoi cette coopération, elle est permanente et elle est quotidienne. Pour ce premier jet, Arnaud Desvallées, vous êtes avocat international, mais surtout consultant politique. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau du Globos. Merci d'être la bienvenue. Merci à vous. J'espère avoir une discussion de qualité. Merci à vous. Et très rapidement, votre première grille de lecture autour de ce fait d'actualité. Le monde actuel, lui, traverse des bouleversements assez majeurs et on a l'impression que les dynamiques de changement sont de plus en plus pressants et incessants. Au moment où la Fédération de Russie tient donc cet atelier du côté de Brazzaville qui vise notamment à engager une dynamique de rappel historique à la mémoire collective, notamment de ce riche parcours de la Fédération de Russie avec notamment le continent africain de manière générale, mais de manière plus singulière et précise avec le cas du Congo-Brazzaville. Alors, Arnaud, quels peuvent être de votre point de vue, bien entendu, les leviers d'une telle réflexion aujourd'hui au moment où l'on a les signaux d'un monde multipolaire qui commence clairement à se dessiner et à se faire entendre notamment au travers au plus profond du continent africain? Oui, ben vous l'avez mentionné, c'est le mot-clé, hein, multipolarité. De toute évidence, il se passe beaucoup de choses en Afrique depuis quelques temps maintenant, avec l'émergence de manière concrète du mouvement panafricain au travers de l'AES. Et l'AES, en quelque part, tient la clé de l'avenir du continent tout entier. Au travers des partenariats tissés avec la Russie, au travers des intégrations du renseignement et des forces militaires, au travers de la renégociation des contrats avec les anciennes puissances coloniales, on peut envisager sur la durée une renaissance pour l'Afrique qui lui permettrait vraiment de marquer une césure, de marquer une nouvelle ère qui ne soit pas, encore une fois, associée avec des indépendances ratées, avec des influences toujours plus ou moins souterraines de l'ancienne puissance coloniale, et plutôt vers des partenariats équitables qui prennent en compte le riche potentiel humain de l'Afrique. Rappelons que le continent va bientôt atteindre les 2 milliards de personnes d'ici 2050, selon les experts. Et donc, c'est tout ce réservoir humain. Votre intervenant précédemment l'évoquait in fine au travers des formations que la Russie peut fournir, au travers de son expertise, au travers de sa capacité maintenant à nouveau
à pouvoir projeter l'assistance dont elle dispose en termes de moyens et accompagner, ce faisant, l'Afrique vers une souveraineté bien comprise qui, rappelons-le, et c'est très important de le souligner d'ailleurs, sera bénéfique pour le monde entier. On voit ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui d'ailleurs, lors du sommet du SCO en Chine. On croyait la Russie isolée et on s'aperçoit que c'est non seulement pas le cas, mais qu'en plus de ça, nous assistons visiblement à une accélération d'une unipolarité vers une multipolarité et une nouvelle architecture dans les relations internationales qui ne manquera pas de, comment dirais-je, de souligner et de rendre plus concrète ce concept de multipolarité qui, rappelons-le quand même, il faut le souligner, pour beaucoup de gens reste encore quelque chose d'assez abstrait. Mais comme disait l'autre, Rome ne s'est pas construire en un jour et il faut être patient. Ce sont des transformations profondes qui sont à la hauteur des challenges, qui sont à la hauteur aussi des choses auxquelles sont confrontées l'humanité avec une puissance, un ordre occidental finissant, une fenêtre de 500 ans qui se referme sur ce que eux considéraient comme leur précaré, et donc une période remplie de risques mais aussi d'opportunités. Christelle Néant, je vous retrouve rapidement pour tenter d'avoir vous également votre regard autour donc, de cet atelier qui s'est tenu du côté de Brazzaville, en attendant de rentrer pour tenter de creuser encore. Alors, de prime abord, quelle lecture peut-on en faire finalement de cette plateforme de réflexion, d'échange, de partage portée notamment par les experts africains qui, aux côtés notamment de la Fédération de Russie, tentent de reparcourir, on va dire ainsi, la riche collaboration avec la Fédération de Russie bien avant les indépendances et davantage aujourd'hui, mais surtout le fort ancrage qu'offre aujourd'hui la Fédération de Russie, au moment où on est en train de redessiner en tout cas les cartes politique, économique à travers le monde entier, ce qui convient d'être appelé aujourd'hui la mise en place d'un monde multipolaire. Déjà, ce qui est marquant, c'est que ce forum a été organisé non pas en Chine, non pas quelque part en Asie, mais en Afrique. Je trouve ça extrêmement marquant à l'heure où justement a lieu ce sommet de l'organisation de coopération de Shanghai en Chine, où beaucoup effectivement focalisent sur la relation que la Russie qu'elle a avec la Corée du Nord, là les discussions avec la Mongolie, la construction de Force de Sibérie 2 donc qui se dessine. Mais en réalité, beaucoup ont oublié que ce n'est pas seulement une question de tourner, on va dire, le monde vers l'Asie, c'est vers de multiples pôles de pouvoir dont l'Afrique fait partie. Et donc le fait que la Russie organise ce forum de réflexion, non pas en Chine, non pas en Corée du Nord, non pas au Vietnam, mais en Afrique, pour moi est très marquant. C'est une façon pour la Russie de rappeler que l'Afrique a un rôle majeur à jouer dans la construction de ce monde multipolaire, qu'elle n'est pas du tout à la traîne ou derrière, on va dire, les pôles de puissance asiatiques. Et je trouve ça très important qu'elle soit ainsi inclue dans tout ce projet et de rappeler que voilà, le monde multipolaire, c'est pas seulement l'Eurasie, c'est l'Afrique, ça va être l'Amérique du Sud, c'est tout le Sud global. D'ailleurs, on l'a vu hein, avec les discussions qui ont eu lieu entre Vladimir Poutine et plusieurs dirigeants, entre autres africains. D'ailleurs, il a parlé lors du sommet donc, de l'organisation de coopération de Shanghai du fait d'augmenter les quotas d'étudiants étrangers, entre autres, pour le Congo. Donc on voit qu'il y a une volonté de développer les relations de la Russie non seulement avec ses voisins asiatiques, mais aussi et surtout avec le continent africain. Ça c'est une première chose. La deuxième, le côté rappel historique, ça c'est typique de la Russie, et c'est important parce qu'effectivement, si on ne regarde pas le passé, on ne peut pas comprendre le présent et donc on ne peut pas construire l'avenir. Et je pense que c'est une volonté claire de la Russie de contrer les tentatives, entre autres occidentales,
réécrire l'histoire. On le voit là avec Trump qui nous a sorti une histoire que la Chine devrait ne pas oublier la grande contribution de l'Amérique à sa libération, ce genre de choses. On voit vraiment des choses assez délirantes côté occidental, et donc je pense que c'est important de rappeler aux jeunes générations africaines l'histoire de la coopération entre la Russie et le continent africain pour potentiellement corriger un certain nombre de visions erronées qui ont pu être portées entre autres par les médias occidentaux ou par la propagande occidentale de manière générale. J'inclus tout, y compris des choses comme Wikipédia, etc. Donc de mon point de vue, ce forum il est très très important, à la fois pour, on va dire, contrer un certain nombre d'influences occidentales auprès de la nouvelle génération en rappelant l'histoire réelle de la coopération entre la Russie et le continent africain, tout en montrant que le développement du monde multipolaire, ce n'est pas qu'une histoire de la Russie et l'Asie. C'est l'ensemble du Sud global avec la Russie. Et ça, c'est, je pense, un point aussi très très important, parce que c'est vrai, souvent, dans les discussions à propos du développement du monde multipolaire, on parle beaucoup de la Chine, on parle des BRICS, mais c'est vrai que souvent le continent africain est un petit peu, on va dire, oublié, et je trouve ça assez dommage, parce que le continent africain a un énorme potentiel en termes de ressources, pas seulement humaines, en matière de ressources naturelles, en matière de développement économique, qui lui permettront, je pense, de devenir l'un des pôles importants de pouvoir de ce monde multipolaire qui est en train de se dessiner. Arnaud, je retrouve à la suite de cette lecture de Christelle Déhan, et parle notamment de ce rappel historique. Est-ce que l'on peut parvenir à une véritable transformation globale si l'on ne restitue fidèlement à la mémoire collective l'histoire même de la longue marche de liberté, et pour nous autres Africains, des conquêtes d'indépendance? Est-ce que finalement cette transformation globale, Arnaud, elle est véritablement liée à la restitution de la véritable histoire de la rencontre du continent africain avec notamment toutes les autres civilisations et bien d'autres puissances? Oui, bien sûr, c'est d'autant plus le cas que malgré, dans le cadre de la période coloniale, on a vu quelque part une reconfiguration géographique des États tels qu'ils existent aujourd'hui, qui faisait fi justement de la longue histoire africaine, et donc quelque part, au travers de ces frontières telles qu'elles existent depuis la fin du 19e siècle, on vit encore en Afrique, malheureusement, les conséquences de ces démarcations artificielles. Mais malgré tout, la situation est ce qu'elle est. Ce qui est important pour l'Afrique, c'est effectivement de renouer avec son passé glorieux. Il y a eu de grands empires en Afrique. Beaucoup de gens ont écrit sur le sujet. C'est juste que pour des raisons de propagande et des raisons cyniques et de communication politique en interne, l'Afrique a souvent été présentée dans les pays occidentaux comme n'ayant aucune histoire, hein, c'est pas moi qui le dis, c'était à l'époque Nicolas Sarkozy qui avait, de manière infâme, prononcé qu'il était temps que l'Afrique n'était jamais rentrée dans l'histoire, parce que ça va loin quand même. Donc c'est important dans ce contexte-là que l'Afrique ne se laisse pas compter, et que, comme l'a dit Christelle, effectivement, la multipolarité, c'est pas juste les deux géants eurasiatiques et ceux qui se greffent autour, c'est aussi l'émergence d'un pôle de multipolarité en Afrique qui a toute sa place dans l'ordre à venir. Et partant de là, il faut que l'Afrique, l'homme de la rue en Afrique comprenne qu'à son niveau, il joue un rôle fondamental, il faut qu'il se dirige vers l'avenir. Et je mettrais en garde contre ça, surtout, c'est essayer d'évacuer ces politiques, ces discours larmoyants sur les demandes de réparation. Je sais que c'est quelque chose qui est très sensible, mais je pense que l'Afrique a suffisamment de travail devant elle que d'essayer de perdre son temps et son énergie à obtenir une forme de compensation, de réparation, ou même d'excuses de la part de l'ancienne puissance coloniale. On voit exactement où ces genres de stratégies, de tactiques ont mené récemment
entre Paris et certaines des capitales du continent africain. Et je pense que c'est une démarche contre-productive. Je pense qu'un esprit panafricain basé sur la coopération et surtout le renforcement d'un esprit de coopération et pas de fédéralisation, mais de confédération, avec surtout au départ des forces armées solides, des services de renseignement intégrés, une vraie négociation de tous les contrats partant de là qui ont pu être mis en place, et parce que n'oublions pas une chose, c'est que les Occidentaux de manière générale n'ont pas l'intention d'abandonner l'Afrique. On a pu l'entendre récemment, depuis un an et demi, des déclarations diverses et variées des chefs d'état-major français par exemple, mais aussi des Américains. On sait que l'OTAN anticipe de construire une grosse base en Mauritanie. Donc il y a la coopération avec les BRICS, mais il faut être encore une fois conscient que c'est un point de bascule et que les Occidentaux, étant exposés pour ce qu'ils sont en fait, des pilleurs, ne vont pas se laisser compter. Ils n'ont l'intérêt ou même la préoccupation de présenter les choses de manière hollywoodienne, entre guillemets, et maintenant ils vont juste avoir recours à la force brute. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une période d'opportunité, mais aussi une période de risque. Et c'est comme ça qu'il faut voir aussi donc l'apport de l'Afrique au monde multipolaire. Merci à vous, Arnaud. On rappelle qu'on suivra tout à l'heure une réaction de l'ambassadeur de la Fédération de Russie du côté du Congo-Brazzaville, Ilas Iskadarov. En attendant, professeur Langage, je vous retrouve, puisque d'aucuns ont évoqué notamment l'opportunité de reconvoquer ce passé historique qui lie donc notamment le continent à la Fédération de Russie. Est-ce que cela nous préservera d'un véritable révisionnisme historique tel qu'on l'a parfois vu de la part notamment de certaines puissances qui ont sombré dans ce révisionnisme pour tenter de leur attirer, on va dire, les bonnes grâces du continent africain? Merci pour la question. Mais moi, je dirais que c'est une question qui va dans deux sens. Le premier sens qui est positif, qui pourra peut-être booster les choses au niveau de l'Afrique, plus précisément parce que moi je parle plus de mon pays, le Congo, mais c'est comme venait de dire notre collègue, que ça peut être positif dans un bon côté, puisque quand les gens, les Africains vont prendre conscience et dire merde aux colonisateurs, mais puisque les gens qui se sont habitués à se sucrer avec vos ressources naturelles et autres, les laisser, ça ne sera pas facile. Mais dans le deuxième sens, on est obligé de prendre ces genres de risques pour que nous, les Africains, nous puissions vraiment aussi émerger. Pourquoi pas? Donc, c'est une question que je dirais qui va dans les deux sens, quoi. Voilà. Professeur Diama, on voterait également avec cette même préoccupation. On sent, professeur Langa, qu'il y a un tout petit peu prudence sur cette réflexion, mais le révisionnisme historique est quelque chose d'assez grave, un exercice auquel c'est quelquefois livré, on va dire, certains intellectuels, qui soient occidentaux ou alors nord-américains et bien d'autres à travers le monde, il a si bien dit, ceci dans l'optique de vouloir continuer à préserver une forme, de se refaire, on va dire ainsi, une véritable image d'humanisme sur le continent africain où les cartes sont clairement redistribuées. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas véritablement faire fi de telles démarches, se désolidariser de cette démarche qui voudrait véritablement engager une forme de révisionnisme historique à l'effet de nous empêcher de convoquer notamment nos rapports avec les autres, notamment avec l'Europe? Je réponds d'abord à l'Épiphanie de la raison, mais l'Afrique, plus précisément, particulièrement le Congo, peut renouer avec son histoire. Renouer avec son histoire, ça veut dire qu'il faut faire des démarches, c'est-à-dire qu'il sait le panafricanisme pour illustrer l'identité de l'Afrique, plus particulièrement le Congo. Le Congo n'est plus le précaré de son colonisateur.
cette étape est passée. Le Congo veut reviser les choses avec les acteurs occidentaux. Ce n'est pas le monopole d'une nation occidentale. Donc nous, la Russie, la Fédération de la Russie nous apprend qu'il faut se réveiller. La preuve, la conférence de Bandung de 1955, la Russie a pleinement joué un rôle pour décoloniser les États africains et même les États asiatiques. Donc aujourd'hui, nous devons suivre la même démarche. Nous ne pouvons plus être les enfants d'eux. Nous ne pouvons pas être les élèves d'eux. Le Congo doit se réveiller. Autrement dit, l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit avoir une identité. Comme on a dit tout à l'heure, c'est ce que dit le professeur Théophile Obenga. Si l'Afrique n'accepte pas la confédération, si l'Afrique n'a pas une monnaie forte, si l'Afrique n'a pas une armée forte, si l'Afrique n'a pas un renseignement fort, mais l'Afrique ne sera que l'ombre d'elle-même. Il faudrait que l'Afrique se réveille. C'est fini l'étape de la décolonisation, plutôt de la colonisation ou de la domination. Plus de 400 siècles de domination suivie d'une colonisation féroce, mais il est temps qu'on arrête. Voilà pourquoi ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans tous les États du Sahel, c'est une façon de réveiller les Africains. Mais en réveillant, il faudrait que nous puissions nous-mêmes nous reconnaître d'abord. Mais l'apport de la Russie, c'est une façon de nous réveiller. Mais pourquoi on est en train de tirer à boulet rouge sur la Russie? C'est parce que la Russie est en train d'apprendre, est en train d'enseigner aux Africains. Il est temps de vous réveiller pour que nous puissions tous aller ensemble. Parce que l'Afrique aussi a besoin d'avoir une place j'allais dire, parmi les États qui ont les droits de veto à l'ONU. Il faudrait que l'Afrique puisse retrouver au moins une place pour que nous puissions tous avoir ce qu'on appelle la décision et l'équilibre de la terreur. Mais si l'Afrique est toujours là, la main tendue tous les jours, l'Afrique ne marchera pas. Il faudrait que nous puissions revisiter notre histoire pour que nous puissions respecter notre identité. C'est ça aujourd'hui. Donc cet atelier qui s'est passé à Brazzaville, c'est une façon de réveiller les Africains, de revisiter notre histoire pour que nous puissions tous aller de l'avant. Merci à vous, professeur. André Chandlo m'a fait savoir que vous êtes avec nous en ligne au téléphone. Vous êtes géopoliticien, mais surtout écrivain, président de le collectif France-Russie. Est-ce qu'il est avec nous au téléphone, André Chandlo? Pas encore, me fait-on savoir. On va donc convoquer cet extrait de l'ambassadeur de la Fédération de Russie du côté de la République du Congo-Brazzaville, son Excellence Ilas Iskandarov, qui est revenu effectivement autour de ce forum qui s'est refermé le 30 août dernier du côté du Congo-Brazzaville. Juste après, on retrouvera bien sûr nos invités. Des personnes libres à penser qui promeuvent un programme constructif en période de transformation, cherchent des solutions durables aux problèmes aigus pour la transition vers un ordre mondial juste. Le monde mondial subit de graves changements. Ils se produisent sous nos yeux. Les changements absolument nouveaux. Les conflits régionaux, les crises économiques, l'instabilité politique s'accompagne d'une restructuration fondamentale de l'ensemble de l'architecture des relations internationales. En outre, de nombreux pôles traditionnels de la politique, de l'économie et de la culture cessent d'exister en tant qu'union souveraine et indépendante. En d'autres termes, le modèle des relations mondiales formé après la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. À lui succèdent de nouveaux centres de pouvoir. Parmi eux, et nous en Russie en sommes convaincus, l'Afrique avec son rôle primordial à jouer. L'exposition que nous inaugurons aujourd'hui montre la formation d'une nouvelle configuration des relations internationales comme le résultat d'une chaîne de bouleversements locaux et globaux. Pour moi, il est très important que l'exposition poursuive l'idée de l'obscurité à la lumière, car elle souligne la pertinence de la force spirituelle
des valeurs traditionnelles en période de turbulence. Lorsqu'elles sont bafouées, il suffit de se rappeler à cette heure-là les cérémonies d'ouverture de certains Jeux olympiques, du rôle de vrai leader dans l'histoire. Et ce qui est le plus important, elle renforce la confiance dans l'évolution favorable des événements en cours. Alors soyons-nous tous à la côté positif des processus en cours. Merci pour votre attention. Allez, merci à la réalisation pour cet extrait de l'ambassadeur de la Fédération de Russie du côté du Congo, son Excellence Ilas Iskandarov. On fait savoir que André Chanlu nous a retrouvés. Bienvenue à vous, très cher monsieur. Ouvrez votre micro, André. Est-ce que vous nous recevez? André Chanlu, est-ce que vous nous recevez? Oui, vous nous recevez, mais on n'a pas votre retour en plateau. J'ai l'impression que c'est votre micro. Est-ce qu'il est ouvert, votre micro? Mon micro est ouvert. Allez, super, super. Cette fois, c'est parfait. On vous retrouve rapidement. On a suivi un extrait de l'ambassadeur de la Fédération de Russie du côté du Congo-Brazzaville. Alors, pour lui, il est important que l'exposition qui a eu lieu le 30 août dernier incarne l'idée de l'obscurité à la lumière parce que, de son point de vue, cela souligne l'importance d'abord de la force spirituelle, ensuite des valeurs traditionnelles, bien sûr en période de turbulence, et le rôle des leaders dans l'histoire, être capable donc de pouvoir s'imposer au moment où les dynamiques de changement sont de plus en plus visibles et palpables. André Chanlu, nous évoquions et on tentait de refermer cette première dans salle de réflexion, vous permettre d'y accoler un petit commentaire autour donc de ce forum qui s'est refermé du côté de Congo-Brazzaville et qui portait notamment qui visait notamment à pouvoir préparer, on va le dire ainsi, notamment la jeunesse locale, mais surtout même les classes politiques et autres, à pouvoir reconnaître ou alors s'engager davantage vers la mise en place d'un monde multipolaire, mais surtout en tenant compte des passés du contexte historique qui lie pour le cas échéant le Congo-Brazzaville, avec notamment son partenaire stratégique aujourd'hui, la Fédération de Russie. Quelle lecture vous inspire une telle démarche? Déjà, première chose, monsieur, mon nom c'est André Chanclu. D'accord. Chanclu. D'accord. Voilà. Toutes nos excuses. Je vous en prie. Non, pour moi, je pense que c'est une bonne démarche, hein, comme tout ce qui se fait aujourd'hui à l'aune du travail de la Russie en Afrique. Je pense qu'il est important aujourd'hui de tourner déjà une certaine page, qu'on peut appeler peut-être la page du France-Afrique, hein, qui n'a pas donné que d'excellents résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, de nombreux pays d'Afrique aujourd'hui sont ouverts à cette perspective et justement à ce que peut proposer la Russie aujourd'hui à ces pays. Et bon, je pense qu'il n'y a pas seulement que la Russie, mais surtout la Russie offre une garantie de traditionnalisme, de longévité, je dirais même dans les rapports de partenariat, puisque la Russie est un partenaire solide avec ses principales relations. Et je pense que c'est bien de développer ce genre de choses. Voilà. Après, on verra pour la suite, mais je pense que c'est bien. C'est une très bonne démarche. Allez, très bonne démarche, vous le dites. On va donc retrouver notre ami Christelle Dian. On vous retrouve donc effectivement avec cette lecture de l'ambassadeur de la Fédération de Russie du côté du Congo-Brazzaville. Il est davantage question pour lui que de telles démarches puissent permettre notamment à nos États de pouvoir sortir de l'obscurité, j'y arrive finalement à la lumière. Est-ce que les éléments qui sont mobilisés en termes d'idées, en termes de ressources humaines, en termes d'orientation même stratégique peuvent nous permettre d'atteindre de tels objectifs, Christiania? Oui, je pense clairement. La Russie, elle n'est pas la seule. Parmi, on va dire, les pays, entre autres, des BRICS, je pense aussi à la Chine, travaille activement à développer les partenariats avec le Sud global. On voit clairement une dédollarisation massive des échanges entre les pays des BRICS, BRICS+, et on voit
maintenant le développement de toutes ces initiatives, forums, nouveaux contrats, augmentation des quotas d'étudiants. Là, on vient de voir, il y a toute une démarche, par exemple, de suppression des visas entre la Russie et la Chine. Je pense que ça sera avec d'autres États qui font partie des BRICS plus, voire du Sud global. Et je pense que ça va aller crescendo. Donc, je pense qu'on a commencé enfin à prendre en main les bons outils. Il y a aussi là, le développement d'une autre banque de développement que les banques de développement mondiales qui ont été créées par l'Occident pour aider les pays du Sud global à se développer sans dépendre, on va dire, des chantages politiques ou géopolitiques qui sont imposés par l'Occident en échange de ces aides financières. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, de permettre à un certain nombre de pays qui peuvent avoir encore besoin d'un coup de pouce financier pour sortir de l'ornière, eh bien, de leur permettre de le faire de manière libre, sans subir de chantage de type mafieux, on peut littéralement appeler ça comme ça, comme ce qu'on a vu de la part de l'Occident. Donc je pense que les outils qui sont actuellement à disposition sont les bons, qu'il faut continuer à les développer. Je pense qu'il faut continuer à développer, augmenter le nombre de ces initiatives qui sont pas seulement économiques, pas seulement militaires, mais aussi culturelles, de ces forums, de ces on va dire, conférences entre les différents pays de ce monde multipolaire qui se dessine. Et je pense qu'il faut vraiment développer tout l'aspect culturel et humain, pas seulement voilà, envoyer des étudiants, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire en matière d'échanges culturels pour permettre justement eh bien, de tisser des liens extrêmement forts entre des gouvernements, mais des liens forts entre les peuples. Merci à vous. André Chaclus, je vous retrouve avec cette chute de Christelle Nian. Et la question, elle est celle de savoir pourquoi la Fédération de Russie met un point d'honneur, notamment autour d'une coopération culturelle entre les États africains et cette dernière. On l'a récemment vu, donc quand l'on convoqué d'ailleurs dans le cadre de ces échanges, le sommet de l'organisation de l'OSCE qui s'est récemment refermé. On a vu que eh bien, l'ensemble de ces pays ont décidé de trouver ou de mettre en place une véritable feuille de route culturelle. Alors, pourquoi la Russie, elle, de manière singulière, décide véritablement aujourd'hui de pouvoir harmoniser sa feuille de route culturelle avec ses partenaires africains? Ben, je dirais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs raisons, bien évidemment. Mais bon, je tiens à signaler quand même une chose, et je le regrette, c'est qu'au cours de l'OSCE, il n'y avait pas de pays africains qui étaient présents. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais je pense que ce sera corrigé la prochaine fois, du moins je l'espère. Donc pour répondre à votre question, je pense que tout simplement, la place était chaude, c'est-à-dire que la France a quitté de nombreux pays d'Afrique, et notamment en termes militaires, il y a beaucoup de bases militaires françaises qui ont fermé ces dernières années, et je pense que la Russie a saisi l'occasion, a saisi l'opportunité d'offrir ses services aux pays africains, tout simplement. Et je pense que les pays africains étaient demandeurs de ce genre d'aide. Donc on en voit aujourd'hui les résultats. Hein. C'est patent, c'est évident. Il y a de nombreux pays aujourd'hui qui ont ouvert leurs bras à la Russie. Je pense à la Libye, je pense au Tchad, je pense également à d'autres pays qui ont ouvert leur possibilité d'échange avec la Russie, mais c'est un début, c'est un démarrage. Donc je crois qu'il faut absolument continuer vers cette voie-là, parce que je pense que c'est celle de l'avenir, tout simplement. Arnaud, on vous retrouve également avec cette même préoccupation. Pourquoi décider aujourd'hui de pouvoir mettre en place une véritable feuille de route commune entre la Fédération de Russie et ses partenaires africains? Écoutez, comme le disait André Chaclus, je pense que c'est la nature a horreur du vide, et je pense qu'il est essentiel que l'Afrique et la Russie puissent non seulement multiplier leurs échanges, mais aussi créer la synergie nécessaire pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Parce qu'encore une fois, rappelons-le,
on peut penser que la bête est blessée, mais elle n'est jamais plus dangereuse que lorsqu'elle est dos au mur et acculée, et sur le point, pour le coup, de sortir de l'histoire. Et ça, c'est le cas de l'Europe actuellement, qui est ruinée, qui n'a pas de ressources à proprement dit, dont l'éducation de ces jeunes laisse à désirer, puisqu'elle a été remplacée par de l'idéologie. L'idéologie, d'ailleurs, qu'on a pu voir essayer d'être imposée sur certains pays africains au travers de visites diverses et variées de chefs d'État européens. Et on s'aperçoit que, partant de là, l'Europe n'est plus du tout ce qu'elle était. Elle n'a plus les moyens de ses ambitions, mais ça ne veut pas dire qu'elle va se laisser compter. On pense que les pays européens, enfin les gouvernements européens en tant que tels n'existent plus que sous la forme de coquilles vides. Mais derrière ces coquilles vides, il y a des intérêts transnationaux, des fonds d'investissement énormes, avec des surfaces financières qui leur permettent de faire la compétition avec plusieurs pays amalgamés. Et ces intérêts-là sont pluriséculaires, ils sont à l'origine de tentatives de déstabilisation ici et là en fonction de leurs intérêts bien compris. On peut penser que l'Afrique demeure plus que jamais au sommet de leur liste. Donc plus que jamais, cette coopération entre Moscou et tous les pays africains qui souhaiteraient approfondir cette relation bilatérale est essentielle pour éviter, encore une fois, un retour en arrière. On a coutume de dire que l'histoire ne se répète pas, elle bégaye, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, ne pas vivre dans le passé, ne pas avoir les yeux rivés sur le rétroviseur, mais toujours être conscient qu'on est encore une fois sur la crête. C'est une période de transition. André Champul l'a bien dit, beaucoup de travail demeure. Il faut rester humble, il faut travailler ensemble. Et comme l'un de vos intervenants l'a bien souligné, il faut privilégier dans un premier temps le développement des services de renseignement, des forces armées, et surtout éviter aussi que le fléau de la corruption entrave ces efforts de développement, parce que quelquefois on a toujours tendance à regarder un peu le danger qui existe ailleurs, mais le danger il existe aussi en interne. Et qu'il y a toujours des possibilités, des tentations vis-à-vis de certains groupements d'intérêts au sein des pays africains de se servir avant de servir les autres. Donc prudence. Prudence, c'est donc le maître mot. Alors, je retrouve professeur Franck Langa, et on va véritablement essayer de nous adosser effectivement sur notre thématique, parlant de cette transformation globale, même si certains sons de cloche venus de l'Occident aujourd'hui ne souhaiteraient véritablement pas qu'un tel axe de réflexion soit posé. On est beaucoup plus dans une forme de réarticulation de la coopération Europe-Afrique. Pourtant, il est clair qu'il faille véritablement une transformation globale pour permettre aujourd'hui, bien entendu, que les pôles de décision soient multipliés à travers le monde, afin de jouer notamment ces jeux d'équilibre pour avoir un monde beaucoup plus apaisé. Mais je voudrais tout d'abord, avant d'y entrer de fond en comble, Franck Langa, professeur, que l'on puisse la question essaie de savoir, est-ce que le contexte d'une véritable transformation s'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il est urgent d'en parler clairement? Mais très respectueusement, je pense bien que c'est vraiment, elle est urgente actuellement au niveau de l'Afrique, parce que il nous faut vraiment avoir ce qu'on appelle par l'éveil. Si les populations africaines plutôt ne se lèvent pas pour qu'il y ait vraiment cet éveil, je pense bien que l'Afrique restera toujours dans l'obscurité. Donc pour pallier à cela, il faudrait vraiment que cette transformation ait lieu, vraiment au niveau de l'Afrique. Maintenant, je parlerai plus de la transformation au niveau du mental, parce que si nous, les Africains, nous gardons toujours nos antivaleurs d'hier, ça sera difficile que nous puissions voir vraiment le jour. Donc il faudrait d'abord, c'est comme vous avez parlé de la corruption, ainsi de suite, nous devrions faire de notre mieux à éradiquer d'abord ce fléau de la corruption au niveau de nos mentalités. Une fois que nous avons éradiqué cela, je pense bien que la lumière viendra de là. Vraiment, nous devrons faire
un effort au niveau, au niveau même de nos gouvernants africains, qu'ils soient à la hauteur d'accepter qu'il y ait un changement au niveau de notre continent, positivement. Et pourquoi pas suivre aussi ce que les autres viennent de faire, tel qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ils se sont constitués entre le Burkina, le Mali et le Niger. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comme les retombées de cette coalition. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, si nous pouvons emboîter le pas à dire merde aux colonisateurs qui sont venus nous inculquer ces anti-valeurs-là afin de nous gouverner, de nous coloniser, je pense bien que nous pourrions aller de l'avant. Merci. Merci également vous. Professeur Diamant, on retourne également cette même préoccupation. On a suivi professeur Langa, il parle on parlera pas d'une transformation ontologique, mais c'est tout comme qui s'impose effectivement si l'Afrique veut véritablement profiter, j'en l'ai dit, de ces sons de cloche de multipolarité qui sonnent aujourd'hui et qui tendent finalement les bras à toute l'humanité. Il faut d'abord souligner que la politique de la France-Afrique a échoué. Et c'était une politique qui était basée entre le colonisateur et ceux qui nous gouvernaient. Et ça n'a rien donné à la population. La population n'était que l'ombre d'elle-même. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître que la Russie est devenue une force diplomatique incontournable à travers le monde. Après 65 ans d'indépendance aujourd'hui, je prends le cas de mon pays, le Congo. 65 ans d'indépendance pour un développement introuvable. 65 ans d'indépendance pour un tribalisme exacerbé. 65 ans d'indépendance pour faire la publicité des communautés d'appartenance. Mais on ne peut pas aujourd'hui continuer à gérer ce genre de pratique. Il faudrait que, à travers le Congo et le reste des pays d'Afrique, que le continent se réveille. Nous voulons que le continent se réveille. C'est fini avec la politique de la domination étrangère européenne. On n'en a plus besoin aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui que la mentalité, autrement dit, changer le logiciel mental. Si nous voulons aller de loin. Et comment voulez-vous que nous puissions aller de loin si la corruption elle est permanente, si le tribalisme est permanent? Peu importe la coopération, peu importe tout ce que nous aurons à l'extérieur, l'Afrique ne pourra pas avancer. L'Afrique ne pourra pas avancer. La preuve aujourd'hui, je suis les médias dans le cadre de l'alimentation. L'Afrique n'avait jamais connu une crise pareille. Mais comment voulez-vous que nous puissions réussir si nous ne nous regardons pas nous-mêmes? C'est ce que la Fédération de la Russie est en train de nous enseigner. Elle est en train de nous tirer les verres de nez. Que l'Afrique doit se développer. L'Afrique doit évoluer. Mais avec quel genre d'élite? Avec quel genre de personnalité politique? Regardez par exemple la démocratie. La démocratie est devenue une démocratie biologique qui se transmet de père au fils. Mais est-ce que l'Afrique a besoin de cela? Ou l'Afrique a besoin de regarder ailleurs pour que les retombées de la croissance soient énormes? C'est cela. Nous voulons des dirigeants dignes qui vont accompagner le continent vers le progrès. C'est ce que nous voulons. Et avec la Russie, il n'y aura pas de doute. Je crois qu'avec la Russie, il y aura quelques enseignements qui permettra le décollage véritable de l'Afrique. Le reste, là, c'est de la théorie. Alors, je reste avec le professeur Yama avant peut-être de prendre le dernier extrait de ce programme. Mais restons sur ce forum qui s'est donc récemment refermé. Professeur, est-ce que toute la classe locale brazzavilloise ou alors congolaise adhère notamment à cette démarche de la Fédération de Russie? J'entends par les organisations de la société civile, la classe politique qui est parfois, j'aime de le dire ainsi, celle avec laquelle on a véritablement maille à partir, parlant de nos États et véritablement redéfinir une nouvelle feuille de route en faveur notamment de vous l'avez dit d'ailleurs, de la meilleure redistribution des fruits de la croissance. Est-ce que tout le monde adhère à ces plateformes d'échange, de réflexion pour une véritable transformation globale de nos États?
Aujourd'hui, les Congolais réfléchissent maintenant. Les Congolais sont libres de traiter ou de signer les accords avec qui ils veulent. La France, je prends le cas de la France aujourd'hui n'est plus en odeur de sainteté avec les Congolais. Et les Congolais sont fatigués de cette république par rapport à sa théorie, par rapport à ses intérêts. Nous ne refusons pas les intérêts de la France, mais aujourd'hui, laissez les Congolais choisir leurs partenaires dans le cadre de la coopération. L'atelier qui a eu lieu, les Congolais, surtout les jeunes, sont d'accord avec les prouesses qu'apporte la Russie, sont d'accord avec ce que la Russie pourra définir au futur. Parce que si vous interrogez 2 à 3 Congolais ou 5 Congolais, il y a 4 qui diront non à la France, mais oui à la Russie par rapport à ce qu'ils voient, à ce qui se dessine, à ce qui se matérialise, à ce qui se concrétise. Donc les Congolais sont déjà au pas avec la Russie. Et cet atelier, pour votre information, n'est qu'une ouverture, qui va emboîter le pas avec d'autres États africains. Et vous allez voir qu'au plan de la diplomatie, et la Russie, autrement dit la Fédération de la Russie, avec sa politique et sa définition, pourra aujourd'hui conquérir certains territoires de l'Afrique afin que l'histoire qui nous avait échappé soit bien dite avec les Africains. Allez, merci à vous, professeurs. Avant de retrouver, de continuer en tout cas cette réflexion en télévision, je vous propose de suivre un extrait d'André Gromov, fondateur du groupe GR, qui a d'ailleurs conclu la partie officielle, notamment de ce dernier forum qui s'est donc fermé le 30 août dernier du côté du Congo-Brazzaville. Suivons plutôt cet extrait. Aujourd'hui, on doit parler de l'avenir. Потому что будущее формируется сегодня. Puisque c'est aujourd'hui que l'avenir se forme. Но мы не должны забывать о прошлом. Mais on ne doit pas non plus oublier le passé. Сегодня для нас прошлое – это большой урок того, как было, и тех ошибок, которые мы совершили, и тех позитивных вещей, которые влияли на формирование сегодняшнего дня. On tire toujours des leçons de ce qui s'est passé par le passé. Des erreurs et de bonnes choses, donc pour en profiter à l'heure actuelle. И, безусловно, как сказал господин посол, очень важно, чтобы это формировалось на основе правильных ценностей, человеческих ценностей. Et comme l'a bien noté son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, il est très important que la base de tout cela soit de vraies valeurs humaines. А эти ценности формируют наши лидеры. Et ce sont nos leaders qui forment les dites valeurs. Бывают разные лидеры, но настоящий лидер – это тот, кто формирует не только вертикальную иерархию, но и глубоко погружен в низовую повестку. Des leaders peuvent être différents. Il y en a qui forment une hiérarchie à la verticale, mais ce qui représente le plus de valeur, ce sont ceux qui s'occupent de ceux qui sont en bas, qui forment l'ordre du jour du peuple. Да. Настоящий лидер – это тот, кто может принимать непопулярные решения, но тем не менее знает и чувствует, что народу действительно важно. Un vrai leader, c'est celui qui n'hésite pas à prendre des décisions qui ne seraient pas appréciées par le peuple, mais il sait déjà que ça fera du bien à tout le monde. Поэтому очень важно, чтобы в каждой стране было такое экспертное сообщество, которое насыщает смыслами ту повестку, которая присутствует и на высших государственных институтах. Donc, il apparaît très important que dans chaque pays, il y ait cette communauté d'experts qui remplissent du contenu l'ordre du jour de l'État. Особенно сейчас, когда мир находится в эпоху глобальных перемен. Surtout maintenant, quand le monde traverse des bouleversements globaux. Каждый из нас имеет право быть таким экспертом. Каждый из нас должен участвовать в общественной жизни. Chacun de nous a droit à être un tel expert. Chacun doit participer
à la vie publique. Потому что прошлое сформировано нашими предками. Vu que le passé a été formé par nos ancêtres. И мы должны иметь долг и честь по достоинству это прошлое превратить в светлое будущее. Et c'est notre honneur et notre devoir de transformer ce glorieux passé en un avenir radieux. То богатое наследие, которое во времена тоже тяжелых эпох и потрясений добились через испытания наши предки, мы сегодня с гордостью несем это знамя в будущее. Le grand patrimoine, le grand héritage que nos ancêtres ont mis tant de peine à acquérir, c'est nous qui portons ce drapeau vers l'avenir. И с развитием современных технологий каждый из нас несет ответственность за это. Каждый из нас может быть лидером мнений, каждый из нас может доносить мысли и формировать то единое информационное пространство, которое закладывает основы для будущей деятельности. Et chacun de nous peut maintenant former l'opinion, devenir un influenceur pour poser les pierres pour un développement futur compte tenu du progrès technologique. Поэтому для нас большая честь здесь присутствовать здесь в прекрасном Браззавиле на открытии этого мероприятия. И мы надеемся, что максимальное количество людей увидят эту выставку, подумают и примут участие во всех дальнейших наших мероприятиях. C'est un grand honneur pour nous d'organiser cette exposition et on espère tous qu'elle attirera beaucoup de monde, que chacun puisse venir ici voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Allez, belle attitude là de André Gromov. Alors, André Chanchclou, je vous retrouve. Oui, nous parlons donc de cette transformation globale. On a essayé d'évoquer un tout petit peu l'antériorité de ces événements que nous vivons jusqu'ici. Et si on s'attardait donc au factuel aujourd'hui et tenter de décrire véritablement l'essence donc de ces processus de ces processus géopolitiques qui sont en cours sur le continent africain. D'aucuns évoquent notamment la mise en place de cette confédération du côté de l'Afrique de l'Ouest, entendue par l'AES. Mais là, on est dans un cas typique, le cas du Congo Brazzaville, qui est également dans un processus de rupture, mais surtout de redistribution, on va dire, des cartes sur le plan local, mais également de réarmement moral, d'une forme même de réorientation politique et géopolitique. Est-ce que vous êtes un géopoliticien, comment décriviez-vous, André Chanchclou, eh bien, ces processus géopolitiques visibles aujourd'hui et même ceux qui sont encore, on va dire, qui sont naissants, qui n'ont pas encore véritablement connu une forme d'éclosion comme le cas de l'Arabie Saoudite, mais qui sont quand même des véritables perspectives vers la mise en place d'un monde multipolaire? Je pense qu'encore une fois, c'est dans le domaine de la réalité, c'est le pragmatisme qui aujourd'hui dirige un certain nombre de gouvernements africains de changer leur fusil d'épaule. Je pense qu'il est clair que nous sommes effectivement dans un monde de bouleversement. Ça, c'est clair. Pas besoin d'être géopoliticien pour l'affirmer, mais tout simplement, en tant qu'observateur, on peut voir qu'aujourd'hui, les lignes de fracture sont de plus en plus visibles entre l'Occident traditionnel, ce que j'appelle moi l'Occident atlantiste, et les autres pays du monde. Et aujourd'hui, cette fracture est visible en Afrique, parce que l'Afrique est un pays neuf, pays récent, relativement récent, par ses structures, par ses fondations, avec une richesse énergétique assez folle pour des pays qui se développent aujourd'hui. Or, bon, le conseil que je pourrais donner aux Africains aujourd'hui, c'est déjà de se gérer eux-mêmes, comme le disait un de vos intervenants, parce que je crois que c'est par là que passera la réussite du continent africain. Déjà, de prendre vos intérêts en main par vous-même. Déjà, de faire le ménage, comme le disait votre intervenant, par rapport à la corruption, par rapport à tout ce qu'on a pu voir et constater
au niveau d'un certain nombre de gouvernements africains, et je crois que c'est important. Mais aussi, je crois qu'il est important que les gouvernements africains se dotent de conseillers qui ont justement ce recul suffisant pour ne pas s'impliquer comme pourrait l'être dans un camp ou dans un autre, mais d'avoir cette vision justement géopolitique de l'avenir qui se présente pour l'Afrique. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Il faut que les Africains aient cette vision beaucoup plus large des choses et analysent ce qui va se passer demain pour leur continent dans leur ensemble. Parce que chaque pays a ses diversités, a ses spécificités. Et aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre d'entre eux, effectivement, s'orientent vers la Russie. D'autres, je pense au Tchad, restent encore bien impliqués auprès de la France et des États-Unis. Djibouti aussi reste encore bien impliqué auprès des puissances atlantistes. André, oui. Sur le cas du Tchad, on a vu quand même une véritable volonté de vouloir s'émanciper de la tutelle coloniale. La France, là, a récemment dénoncé les accords de défense avec Paris, ce qui n'est pas rien dans les dynamiques d'émancipation. Oui, mais il y a encore deux bases militaires, une américaine, une française, et une française au Tchad, toujours. Donc ne l'oublions pas. À partir du moment où il y a base militaire, ça signifie qu'il y a encore un pied dans la place. Ne l'oublions pas. Donc aujourd'hui, les pays africains sont confrontés à cette problématique. Il faut savoir gérer votre passé tout en gérant votre présent, mais aussi, bon, moi je suis français, mais je n'ai jamais été impliqué dans la politique France-Afrique de mon pays. J'ai même été hostile à cette politique France-Afrique depuis même l'époque Foccart, quand ce monsieur a jeté les bases de la France-Afrique. Mais je crois qu'il y a franchement un gros travail à faire de la part des Africains pour faire cette analyse préalable avant de choisir des partenaires. Voyez, parce que je pense qu'il ne faut pas que l'Afrique retombe à nouveau dans les mêmes errements qu'elle a connus les années auparavant. Je crois que c'est important, ça. Et je crois qu'il faut absolument que vous, Africains, vous preniez votre destin en main. Voilà, c'est ça le maître mot. Merci. Christelle, je retrouve après avoir écouté André Chanclou, mais est-ce qu'il va pas falloir être assez prudent, parce qu'on a bien entendu vu qu'il y a des États qui ont, dans ces bouleversements géopolitiques, qui ont eu une approche assez différente. Je pense par exemple au cas de la République centrafricaine qui n'a jamais officiellement récusé la position de la France, mais qui a tout fait de se rapprocher en tout cas de d'autres partenaires, la Fédération de Russie à l'occurrence, pour tenter sur le cas sécuritaire de véritablement se défaire en tout cas de cet ordre de délinquants, passez-moi l'expression, financé par qui on sait, à l'effet de continuer à entretenir des cycles de déstabilisation. Est-ce qu'il ne faudra pas peut-être tenir en compte un certain nombre de réalités locales quand on sait effectivement que cette France-Afrique a pris du temps pour véritablement s'enraciner, que la majorité en tout cas des classes politiques que nous avons aujourd'hui sur le continent africain, elles sont pro-françaises? C'est clair que c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention. Après, chaque pays doit déterminer, je pense, pour lui-même ce qui est la meilleure chose à faire. Peut-être que certains ont dans leurs intérêts le fait de garder quand même des liens, par exemple, avec la France ou avec un certain nombre de pays européens. Maintenant, effectivement, ces pays doivent être conscients qu'il va y avoir, bien sûr, des tentatives de déstabilisation, de pousser à la rupture des liens avec la Russie, la Chine et ces pays-là. Donc il faut que ces pays-là abordent leurs relations avec les pays occidentaux avec une extrême prudence. Maintenant, nous ne sommes personne pour leur dire il vous faut rompre totalement avec la France, ou il vous faut faire ceci, ou il faut faire cela. Je pense que de ce point de vue, c'est à chaque pays africain d'évaluer vraiment de manière individuelle et vraiment précise où se trouvent ses intérêts et à quel point ça peut lui être bénéfique ou, à l'inverse, néfaste, de garder des relations soit avec la France, soit avec un certain nombre d'autres pays occidentaux. Je pense que chaque cas est différent
et on ne peut pas appliquer, je pense, une solution unique à tous les pays du continent africain. Ce serait, de mon point de vue, une très mauvaise chose. Et je pense que, tout comme la Russie, malgré ce qui se passe par exemple avec l'Occident, continue de garder quand même des relations avec ces pays, y compris commerciales. Hein. Je signale quand même que l'Occident, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, continue d'acheter des ressources russes et des biens et continue à en vendre. Hein. Je veux dire, on continue de vendre des voitures allemandes en Russie, par exemple, ou des voitures américaines. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est rester pragmatique. C'est-à-dire, si un certain nombre de relations, par exemple commerciales ou militaires, restent intéressantes pour un pays africain avec un certain nombre de pays occidentaux, je ne vois pas ce qui l'empêcherait de continuer. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut, c'est garder la tête froide et bien comprendre les risques en matière de propagande, en matière de déstabilisation, en matière de soft power. Et Arnaud parlait tout à l'heure de la corruption, c'est une question majeure. Si on regarde ce qui se passe dans un certain nombre de pays, pourquoi l'Ukraine a été aussi, on va dire, facile à, on va dire, retourner, parce que justement la corruption y est endémique. Donc ça a été très facile pour l'Occident, avec quelques milliards de dollars, de façonner complètement la politique du pays. Donc là-dessus, je rejoins Arnaud Develay, c'est extrêmement important que les pays africains fassent une lutte acharnée contre la corruption. C'est une lutte de chaque instant. On le voit en Russie, hein, avec des procès qui ont lieu régulièrement. Ce n'est pas une lutte qui s'arrête un jour, c'est quelque chose qu'il faut continuer de manière systématique, tous les jours, pour qu'un pays reste souverain. Parce qu'une corruption endémique dans un pays, c'est l'assurance d'un risque de déstabilisation intérieure par des acteurs extérieurs qui auraient des intérêts différents de ceux des intérêts du peuple du pays en question. Donc ça, c'est une première chose qui, pour moi, est extrêmement important. Donc je pense qu'il faut que chaque pays africain décide pour lui-même quel modèle lui convient. Alors pour certains, ça va être rupture complète avec la France, avec l'Occident. Pour d'autres, ça va être des relations à la fois avec la Russie, la Chine, les BRICS, et avec un certain nombre de pays occidentaux. Et je pense qu'il va falloir tenir compte de ces spécificités locales, et qui surtout, il va falloir, je pense, aider un certain nombre de pays africains à développer une immunité à tout ce qui est propagande venue de l'extérieur. Je pense que beaucoup de pays sont déjà en bonne voie pour ça. Je le vois au niveau des lecteurs qu'on a sur International Reporters, des lecteurs africains. Sont des gens extrêmement critiques qui analysent toutes les informations pour détecter le moindre fake. Et ça, je pense, c'est une très bonne chose pour éviter justement des tentatives de déstabilisation comme on a pu le voir dans les décennies précédentes avec des renversements de présidents de pays africains qui gênaient entre autres la France. Et ça, je pense, c'est quelque chose contre lequel il faut vraiment immuniser les pays africains, surtout ceux qui tiennent à garder un certain nombre de relations avec des pays occidentaux. Merci à vous, Christelle Nian. André Develay, je vous retrouve avec bien cette réflexion. Oui, il y a donc eh bien, le contexte actuel est celui que nous connaissons. André Chanclou le disait d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être géopoliticien pour savoir qu'il y a des dynamiques de bouleversement géopolitique qui sont donc observées à travers le monde, mais chacun y va de sa manière, avec sa méthode. D'ailleurs, Christelle l'a dit. Mais sauf qu'en face, il y a une véritable organisation, un axe du mal qui opère de jour comme de nuit à l'effet de saquer notamment ces dynamiques d'émancipation. Parfois c'est par un véritable soft power qui est donc activé, ou encore les dynamismes du néo-panafricain, du néocolonialisme qui sont assez observés. Comment les États africains peuvent-ils véritablement, pris de manière individuelle ou collectivement, articuler autant de défis qui s'opposent aujourd'hui à eux? Oui, bah, écoutez, je dirais, en étant conscient que c'est une guerre hybride, hein, une guerre de 5e génération qui prévaut, donc il s'agit bien sûr des fondamentaux, donc les renseignements et les forces militaires, s'assurer que
je ne vais pas utiliser le mot purge, mais enfin, il faut quand même de temps en temps regarder au-delà d'un certain grade militaire s'il n'y a pas des conflits d'intérêts, des formations à l'étranger, en quoi ça peut nuire au pays en question. Je dirais aussi qu'il faut probablement se pencher sur le système des loges, parce qu'on sait très bien que la France-Afrique, pour ne parler que d'elle, a été renforcée, conçue et renforcée au travers d'un système de loges qui coopte des gens, qui les initie, et qui fait que les affaires du pays sont gérées par des systèmes de cooptation. Et partant de là, c'est difficile d'imaginer que les intérêts du pays soient prioritaires quand il s'agit après d'un système hermétique auquel la population dans sa diversité n'a absolument aucun accès, que des décisions sont prises, adoptées en secret et validées par ensuite des parlements tampons, si je puis dire. Donc il faut, oui, il faut regarder les choses en face. Il y a tout un système de sociétés parallèles qu'il faut analyser, qu'il faut identifier dans les pays où ce système a trait, et partant de là, prendre les mesures qui s'imposent. Après, une fois qu'on a nettoyé les écuries d'Augias, on peut commencer à effectivement avoir des bonnes prédispositions quant à effectivement la multiplicité d'attaques, que ce soit sur les valeurs traditionnelles. Qu'est-ce qui fonde un pays? Ben, c'est la cellule familiale, c'est la base. Après, c'est la tribu, le village. Mais après, c'est le pays. Et c'est ça qui est le plus difficile, je dirais. C'est quelque part, c'est renforcer l'identité nationale, mais c'est pas impossible si on se débarrasse des intermédiaires et si on reprend tout au départ, à la base, je dirais, qu'on élimine donc ces influences et qu'on permet surtout de donner l'impression à la population qu'elle compte et que les plus méritants sont promus au poste qu'ils méritent essentiellement. Tant que cette sensation de double standard, d'opacité, de cooptation demeurera, malheureusement ce sera difficile, partant de là, d'enregistrer des progrès. Merci avant de retrouver au professeur Diama et au professeur Franck Langa, André Chanclou, je vous reviens très rapidement. Et tout à l'heure, on a dressé un tableau assez complexe qui, à la fin, peut-être ne donne pas assez de marge de manœuvre aujourd'hui à ces États africains de pouvoir se frayer un véritable chemin. Mais comment analysez-vous la démarche du président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, qui, on le sait très bien, a reçu plus ou moins une véritable leçon, en tout cas de la tutelle française, à l'effet de conduire le pays d'assumer en tout cas un agenda politique extérieur. Mais comment lui a-t-il réussi véritablement à se défaire, on va dire, de la tutelle française pour réussir à redistribuer les cartes et finalement réussir à pouvoir maintenir l'axe Brazzaville-Moscou? On reviendra tout à l'heure pour évoquer sa dernière rencontre avec le président Vladimir Poutine, qui était d'ailleurs assez dithyrambique à son endroit. On a d'ailleurs ces images. Comment a-t-il réussi finalement à surfer sur ces réalités qui sont finalement congénitales à nos États et à s'imposer aujourd'hui comme étant un véritable je cherche finalement l'expression, mais comme étant l'un des rares chefs d'État africains à avoir réussi effectivement à pouvoir su faire peser l'axe, bien entendu, Moscou-Afrique, mais davantage l'axe Moscou-Brazzaville. Je pense que comme vous l'avez signalé, je pense que déjà à partir du moment où on a un appui direct de la part d'un grand pays comme la Russie, et je pense que déjà c'est un premier stade qui peut aider justement à se défaire de cette tutelle. Mais d'autant plus que je pense que la France de Macron ne veut plus investir, ne veut plus faire d'efforts pour garder justement ces pays africains amis. La France de Macron a tout fait pour se désolidariser de ce passé. Et je dirais que si aujourd'hui
il y a principalement 5 pays d'Afrique qui ont fermé leur base française. C'est de la faute du régime macroniste, tout simplement. Et aujourd'hui, je crois que si il y a un certain nombre de pays qui le font, tant mieux, tant mieux. Mais je dirais aussi tant mieux que la Russie ait changé également peut-être d'optique politique pour s'orienter vers une ouverture vers le continent africain. Je crois que c'est bien. Tout ça est un constat, mais il ne se fera pas tout seul, comme le signalaient nos intervenants. Il y aura des actions basses, des opérations des services secrets français ou américains pour essayer de contrarier cette volonté que pourront avoir les régimes africains à se désolidariser de ce passé. Mais je crois qu'on est dans une bonne logique, dans une bonne voie. Et à partir du moment où la politique russe sera claire et nette pour aider directement les pays africains, eh bien, je crois que le grand pas sera franchi. Je vous retrouve donc avec cette même préoccupation lors de ces entretiens avec le président Denis Sassou Nguesso. C'était à Pékin, du côté de la Chine. Le président russe Vladimir Poutine avait salué à son temps la République du Congo comme un ami et j'arrive partenaire fiable, mais surtout à éprouver. Je rappelle que la rencontre, elle est d'ailleurs récente. Il a déclaré que la coopération avec le Congo était une priorité de la politique africaine de Moscou et s'est engagé à élargir les possibilités d'études en Russie pour les étudiants congolais. Beaucoup d'entre vous avaient d'ailleurs évoqué cette réalité. Alors, la question davantage, avant de nous projeter autour donc de cette déclaration du président Vladimir Poutine à l'endroit de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, c'est de savoir comment le président congolais a-t-il réussi véritablement à orienter son pays vers ces nouveaux pôles de décision, mais surtout à réussir à capitaliser autour de son rapprochement avec la Fédération de Russie, quand on sait effectivement, Christelle Dian et bien d'autres panélistes ont tenté de revenir là-dessus pour évoquer la capacité qu'a la France, pour n'évoquer que ce dernier, parlant de ce pays, les États-Unis et autres, j'en passe, à pouvoir parfois surfer sur un véritable soft power local qui peut être des relais culturels, la classe politique, la société civile. Bref, ils ont une panoplie de relais sociaux sur lesquels ils peuvent véritablement surfer pour saper les dynamiques d'émancipation d'un président de la République. Professeur Langa, la question c'est de savoir comment votre président, lui, il a réussi véritablement à construire et à consolider l'axe Brazza-Moscou. Merci pour cette question. Vous savez que, comme a su le dire le professeur Nyama, le Congo-Brazzaville et la Fédération de la Russie sont deux frères vraiment dans la coopération. Donc c'est une coopération qui date de très longtemps. Aujourd'hui, peu importe, parce que nous avons eu comme colonisateur la France. Mais quand ils sont arrivés, et nous sommes en train de voir ce que ce pays-là est devenu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec cette liberté, parce que le Congo, c'est un État libre, souverain. Donc, notre président est libre aujourd'hui de tisser des relations avec n'importe quel État qui lui sera favorable. Donc, moi, je pense bien qu'il y a eu déjà une base, donc des jalons qui ont été déjà construits avant et après cette nouvelle réforme des choses. Donc, je pense bien que notre président n'a pas eu tort et n'a pas hésité de consolider ces mêmes relations qu'on avait déjà tissées. Parce qu'en termes aujourd'hui de formation, quand nous voyons le nombre de bourses que la Russie octroie au peuple, à la population ou aux étudiants congolais, c'est vraiment à louer. Et quand nous essayons un peu de voir ce que la France nous donne, c'est insignifiant. Et aujourd'hui, la France ne fait que corser les conditions pour que nos étudiants aillent étudier là-bas. Donc, moi, je pense bien que
quand on essaie un peu de revoir ce que nous recevons de la Fédération de la Russie, c'est tellement important que ce que nous recevons de la France. Et je vois mal que notre président ne puisse pas vraiment accepter qu'il ait ces accords avec la Russie. Donc moi, je pense bien que même lui-même, notre président, avait su le dire quand le président Poutine l'avait reçu en Russie, que le Congo a une histoire avec la Russie. Et nous savons très bien que le développement d'un pays va de soi avec quoi? La formation. Mais vous trouvez quelqu'un, ou bien un peuple, ou bien un pays, frère, qui est capable, qui accepte de vous aider. Mais moi, je pense bien qu'il ne peut pas avoir le recul dans ce sens-là. Donc, raison pour laquelle, vu tout ce que la Russie a eu à opérer ou faire, ou octroyer dans notre pays, en termes de formation, infrastructure et autres, c'est toutes ces choses-là réunies qui ont fait que notre président puisse continuer à entretenir ses relations avec la Fédération de la Russie. Merci. Préoccupation, moment où le président congolais Denis Sassou Nguesso fait partie en tout cas des rares chefs d'État africains conviés donc à la célébration de ce 80e anniversaire de la fin de la guerre sino-japonaise du côté de la Chine. Il y a d'ailleurs un intervenant tout à l'heure qui s'est offusqué du fait que les États africains ne soient pas conviés, notamment au sommet de l'OCS. Cette fois-là, on a quand même la présence du président Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas une présence fortuite. Je rappelle qu'il est invité au même titre que les présidents zimbabwéens Emerson Mnangagwa, mais surtout celui camerounais Paul Biya, qui laisse véritablement croire que dans le jeu de puissance et même de basculement géopolitique, le Congo, quoi qu'on dise, est un véritable, je dirais pas un maillon essentiel, mais est un maillon assez important. Professeur Nyama. Merci. Moi, je crois que, comme on vient de le dire tout à l'heure, le chef de l'État, vous devez le savoir depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lors de la première mandature, l'époque, autrement dit, tout le monopartisme, de 79 à 91, le chef de l'État a tissé des rapports de relations très sérieuses avec la Fédération de la Russie. Il ne passait pas une année sans pour autant que le gouvernement congolais, à l'époque, le plus populaire du Congo, recevait de temps en temps les autorités de la Russie. C'était pour tisser des relations, la coopération, cette coopération bilatérale est devenue, s'il faut dire, légendaire, comme je dis dans mes propos avant. Donc le chef de l'État, dans son courage de réflexion et de la méditation, a compris que la Russie est un partenaire qui, dit la vérité, est un partenaire auquel l'on peut aujourd'hui traiter, baptiser pour matérialiser les faits. Ce n'est pas le hasard. Parce qu'aujourd'hui, comme a dit tout à l'heure un collègue, que la France, par exemple, est en train de perdre des territoires au niveau de l'Afrique noire. Et c'est suppléé par la Russie, comme on a dit qu'on aurait du vide. Mais ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui en Chine, que le chef de l'État soit reçu par Vladimir Poutine, le président de la Russie, c'est parce que les relations sont tellement profonde, abyssale, à tel point que si vous comptez le nombre de pays qui tissent ces relations, je crois que le Congo est la première république à être, c'est-à-dire la première république permanente dans le cadre des relations bilatérales entre ces deux États.
vous également, vous n'avez pas écouté sur cette même préoccupation avant de passer à autre chose. Alors, est-ce que dans le fond, cette ouverture, l'ouverture du pays à d'autres corridors, notamment celui de Moscou, s'est fait de manière facile? Est-ce que le président Denis Sassou Nguesso, en décidant effectivement de s'ouvrir ou alors de réactiver, comme vous l'avez dit, notamment cette coopération avec la Fédération de Russie, était juste pour réveiller en tout cas une histoire latente, une histoire dormante, ou alors il y avait une véritable, elle était adossée sur une véritable vision politique et même géopolitique de sa part? Non, le chef de l'État veut prouver à la face du monde que la Russie n'est pas l'adversaire de la République du Congo. Il veut tout simplement dire que de la colonisation à l'indépendance, de l'indépendance à l'avènement du multipartisme, nous avons vu les relations entre les États africains et la France. Qu'est-ce que ça a donné? Même du point de vue de l'esclavage, aujourd'hui la France, jusqu'aujourd'hui, refuse de demander pardon aux États africains. Parce que vous devez le savoir, que le plus grand génocide qu'a connu l'humanité n'est pas l'extermination juive, mais c'est la traite négrière. Mais aujourd'hui, demander pardon à la France, mais il faut tout un protocole, jusqu'aujourd'hui, rien ne se dit. Mais nous ne refusons pas les relations entre le Congo et la France. Non, on ne peut pas le dire, on ne peut pas quand même aller jusqu'à ce point. Mais nous sommes libres, selon le chef de l'État, de choisir des partenaires pour l'accroissement et le développement d'une nation ou d'un État. Le chef de l'État a fait comprendre à l'humanité congolaise que la France n'est pas notre ennemi, la Russie aussi n'est pas notre ennemi. Mais ça dépend de la politique, de la ligne éditoriale du gouvernement, avec qui le gouvernement peut traiter, avec qui le gouvernement peut s'associer, pour permettre à son peuple de sortir du mythe de la caverne. Cette réflexion avant de répondre à la troisième dorsale de notre réflexion, parlant de cette transformation globale hier, aujourd'hui, mais surtout les perspectives. Christelle, est-ce qu'en décidant effectivement à la Fédération de Russie d'ouvrir ce véritable forum de réflexion du côté du Congo-Brazzaville, la Fédération de Russie prend la contre-pied, ce qu'ils pensent, et affirme à longueur de journée que cette dernière est bien présente sur le continent africain, à l'effet notamment de pouvoir se servir notamment du sol, du moins des richesses du continent africain? Est-ce qu'on n'a pas là une véritable réponse de la véritable démarche de la Fédération de Russie qui veut davantage s'engager à construire, on va dire, une mémoire collective face donc à la prédation occidentale qui, elle, par contre, voilà, galvaude même cette mémoire collective-là? Comme je l'ai dit, je pense que le fait que la Fédération de Russie axe ce forum non pas sur des questions économiques, non pas sur des questions de ressources, non pas sur, mais sur des questions historiques et culturelles. Pour moi, c'est très révélateur de la Russie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas dans, on va dire, dans le logiciel occidental, comme je l'ai dit, qui lui est dans le révisionnisme, surtout de l'histoire. On a des dirigeants européens comme Macron qui nous expliquent que la culture française n'existe pas, donc je ne veux même pas imaginer ce qu'ils pensent de la culture africaine. Donc je pense sincèrement que le lancement de ce forum par la Russie est un moyen de construire des ponts extrêmement durables avec l'Afrique, en rappelant que voilà, ces relations, c'est pas juste des relations de « Ah, bah, vous avez des ressources qui nous intéressent, donc on va travailler avec vous ». Non, on a une longue histoire commune, on a des valeurs communes, nous avons un objectif commun, et cet objectif commun, il date pas d'hier. Et je pense que c'est extrêmement important que la Russie axe sa communication vers l'Afrique sur ces points-là, surtout pour contrer justement les tentatives de l'Occident de chasser la Russie du continent africain.
comme on l'a dit, comme d'autres intervenants l'ont dit, la France digère quand même très très mal le fait de se faire chasser d'un certain nombre de pays africains pour laisser la place à la Russie, entre autres en matière de sécurité et de lutte contre les groupes terroristes. Et ça, il est clair que cet os qui reste dans la gorge de la France, c'est pas le seul pays occidental à qui ça reste en travers. Je pense que c'est le cas de toutes les anciennes puissances colonisatrices. Et bien forcément, ça va les pousser à essayer de saboter ce processus de renforcement des liens entre les nouveaux pôles de puissance que sont la Russie, la Chine et d'autres pays du Sud global avec l'Afrique. Et donc, je pense que cette tournure particulière du forum vers l'aspect culturel et surtout historique des relations est extrêmement importante pour contrer ces tentatives de saboter ces processus de construction d'un monde multipolaire. Donc moi, là-dessus, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Je pense que la Russie devrait faire de tels forums avec bien d'autres pays africains avec lesquels elle travaille depuis déjà des décennies. Je veux dire, comme on le sait, l'URSS a fait énormément pour aider les pays africains à s'émanciper de leurs colonisateurs, et je pense qu'il est important de développer de tels forums, de telles initiatives qui permettent de voir que ces liens entre la Russie et l'Afrique, c'est pas une relation comme l'Occident a pu avoir avec l'Afrique, seulement prédateur sur les ressources, mais de construction de relations complexes et complètes qui incluent certes un aspect économique, mais aussi des aspects culturels, éducatifs, historiques, etc., qui vont permettre d'avoir des relations qui soient, beaucoup plus stables et beaucoup plus saines que celles que les pays africains ont pu avoir avec les pays occidentaux. Allez, merci. André Chagloux, on va rapidement faire un dernier tour de table avec notamment cette même préoccupation, les perspectives donc, au regard notamment de ces dynamiques de transformation globale qui sont observées à travers le continent africain. On a passé en revue la situation actuelle, mais surtout revisiter l'histoire commune donc entre les États africains, mais surtout avec la Fédération de Russie. Quelle perspective, quel avenir de votre point de vue, André Chagloux, au moment où on assiste à une véritable, je dirais pas juste à position, mais à cette forme d'atome crochu assez visible aujourd'hui entre la Fédération de Russie d'une part, mais surtout le continent africain, qui pour la plupart, parlant des chefs d'État, parlant des dirigeants, on a compris l'essence notamment de ce basculement géopolitique qui est en tout cas inévitable pour un monde beaucoup plus apaisé. Oui, je pense que c'est une prise de conscience, tout simplement. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique a pris conscience du fait qu'il fallait changer de partenaire. Voilà, ça c'est une première chose. Il y a de nombreux pays aujourd'hui qui ont basculé, mais pas tous. Il y a encore certains qui sont encore restés très, très fidèles à leurs partenaires français, principalement, parce que c'est vrai que la France a quand même une position prédominante dans son histoire par rapport à l'Afrique. Et je crois que l'avenir va basculer dans le sens de la Russie, d'une manière pratiquement sûre. Je ne suis pas devin, mais je crois que la Russie a une carte à jouer énorme. Il ne faut pas qu'elle se trompe non plus, parce qu'aujourd'hui, les pays africains, on le sait, sont très sensibles sur les relations qu'ils peuvent développer avec d'autres pays étrangers. D'ailleurs, on voit bien, il y a la Chine également qui essaye de rentrer en Afrique pour des raisons économiques évidentes. Peut-être que la Russie, c'est pas ce qui l'anime principalement. Je pense, comme l'a dit un certain nombre de nos intervenants aujourd'hui, il y a aussi cette volonté de vouloir développer de véritables relations de longue durée. Et je pense que c'est ça qui devrait sauver la Russie dans sa démarche d'amitié vis-à-vis des Africains. Mais il ne faut pas que les Africains se trompent. Il ne faut pas que les Africains se fassent avoir une nouvelle fois par des belles promesses, par des investissements comme a pu le faire M. Bolloré à une époque, en disant, vous allez voir,
demain on va raser gratis tous les Africains, vous allez avoir une belle vie, vous allez avoir un certain nombre de belles choses qui vont vous tomber sur le dos, et en fait ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien du tout, parce que ces gens-là sont des oligarques, et il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est leur portefeuille. Voilà. Je pense que les Africains doivent être adultes, je dirais, c'est pas une méprise que de dire ça, mais je pense qu'ils doivent passer à l'âge adulte, parce que maintenant, ils ont suffisamment payé, et le peuple africain dans son ensemble a payé cher ces errements, et je crois qu'aujourd'hui, il faut passer une autre étape. Et je crois que la prochaine étape, c'est l'étape russe, d'après moi. Voilà. Merci à vous, André Chaglou. Arnaud Devali, je vous retrouve également, tout en essayant effectivement de scruter l'avenir. Alors, comment l'entrevoyez-vous, André? Arnaud. André. Pardon, Arnaud Devali. Merci bien. Oui, bah écoutez, je m'inscris dans le prolongement de ce qu'André Chanclou vient de dire. Je dirais aussi que c'est assez paradoxal parce que quelque part, cette exposition, elle a un peu des airs nostalgiques d'une collaboration qui remonte à l'ère de l'Union soviétique. Et c'est vrai que l'Union soviétique avait un avantage, c'est qu'elle était dotée d'une idéologie structurante. Or, le débat en Russie depuis plusieurs années déjà maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie vraiment directrice. Que l'État russe est un État pragmatique, un État légaliste possible, conservateur dans sa façon on va dire, d'appréhender les dossiers ad hoc. Hein. Et partant de là, c'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est un peu un grand écart, parce que la Russie a cette histoire qui est documentée avec l'Afrique, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble être qui semble manquer, en tout cas dans son arsenal, dans son portfolio. Mais le problème, c'est que si elle n'a pas les moyens de régénérer et de faire perdurer cette sensation, en tout cas cette sensation, je dirais que les relations avec elle ne sont pas simplement conditionnées par l'intérêt économique, comme on pourrait le dire effectivement avec la Chine. Comment est-ce que cela peut effectivement, en l'état actuel des choses, se manifester sans qu'il y ait cette idéologie un peu internationaliste de solidarité entre les peuples? C'est quelque chose qu'il va falloir combler. Je pense que c'est un peu une opération en tout cas, l'approche est un peu cas 1, cas A, on se cherche quelque part, mais je suis d'accord que c'est sur ça qu'il faut que la Russie se fonde. Il faut qu'elle aille chercher, après tout, ça a été un grand débat en Russie pendant des années, et savoir apaiser les relations entre les nostalgiques de l'Union soviétique et les autres. Et le président Poutine a été capable de faire la synthèse, de rassembler tout ce monde sous un même dôme, en laissant entendre qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de sélection entre ce qu'on garde et ce qu'on jette. Tout fait partie de la Russie. Et je pense que c'est cette approche-là qui devrait prévaloir dans les relations de la Russie avec l'Afrique. Merci à vous, professeur Langa. Je vous retrouve plus content de refermer, eh bien, avec donc notamment ce monde qui est plus ou moins tourné donc vers ce techno-capitalisme assez exacerbé qui veut absolument tout dominer, mais surtout ravager tout sur son passage. Est-ce que l'avenir est promoteur de votre point de vue, notamment pour votre État, le Congo-Brazzaville? Pourquoi pas? Je dirais que l'avenir y est. Autant que nation, nous avons aussi l'éthique et cette déontologie de faire évoluer nos institutions ainsi que notre pays vers l'avant, parce que nous n'allons pas rester à ce stade, donc et se laisser faire, dominé par les colonisateurs, comme l'a dit notre
collègues, hein, avec l'exemple de Bolloré, qui pouvait venir nous donner des paroles mielleuses, alors tout en sachant que c'est du pipeau. Moi, je pense bien que le Congo fera partir des nations d'avenir, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour un jour impacter ce monde-là, positivement. Donc, pour ce faire, je dirais plutôt que nos autorités doivent choisir des personnes idéales ou bien des nations, ou une nation idéale qui pourra soit nous accompagner dans le développement. Et ce partenaire, je pense bien que ça sera bel et bien la Russie. Merci beaucoup. Juste à vos côtés, professeur Pierre-Mad, vous retrouvez également pour votre mot de fin. Est-ce que le capitalisme à outrance qui exacerbe en tout cas les États aujourd'hui, même s'il est plus ou moins absorbé par ces dynamiques d'émancipation, mais surtout cette volonté de mettre en place ce monde multipolaire, je doute qu'il a encore quelques beaux jours devant lui, avec notamment cette hégémonie du dollar. Vous, votre pays, comment entend-il finalement se frayer un chemin au milieu donc finalement de ces grands qui essaient autant fait que se peut de continuer à exister malgré la volonté du Sud global qui veut donc passer à autre chose? Le Congo, dans sa politique, a la volonté de sortir de ce mythe du caverne qui est géré par les grands capitalistes qui ne veulent pas, en dehors du Congo, les États africains puissent prospérer. Nous avons aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que nous puissions développer les États africains. À travers le Congo, à travers certains États d'Afrique, nous allons nous battre. Il faudrait que les Africains se battent pour mettre fin au jeu des capitalistes. Il faudrait que les Africains puissent avoir leur propre monnaie. Il faudrait que les Africains puissent avoir leur propre armée. Il faudrait que les Africains puissent avoir un renseignement, comme je l'ai dit, un renseignement très fort pour que nous puissions aller de l'avant. Et aussi identifier et faire la promotion de la langue commune qui sera celle des Africains. Donc, pour revenir au Congo, le Congo est en train de philosopher pour que le système politique et le système économique soient meilleurs afin que nous puissions être dépendants des autres demain, et ça sera l'exemple des autres États africains. Mais comptez sur le Congo est l'Eldorado qui donnera le coup de pouce à d'autres États, et vous allez voir que ça arrivera. Merci à vous. Christelle Niang, on va refermer définitivement cette autre séquence de réflexion avec vous. Que doit-on retenir? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche que la Russie a dans le développement de ses relations avec le continent africain est, je pense, la bonne, qui donc est pas seulement axée sur une coopération économique ou militaire, mais culturelle, éducative, et basée sur l'histoire commune que la Russie, anciennement l'URSS, a avec le continent africain. Je pense qu'il est très important, comme l'a dit la personne qui parlait juste avant moi, de développer une forte souveraineté économique, militaire et du renseignement. Sans cela, sans souveraineté économique, un pays ne peut pas réellement être souverain. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et je pense que là-dessus, les pays africains en sont de plus en plus conscients et sont en train de développer leurs propres instruments, entre autres de monnaie commune qui ne soient plus adossées aux anciens colonisateurs. Entre autres, je parle de la France et de la France-Afrique et du CFA, du franc CFA, qui pour moi est une véritable abomination. Donc il faut vraiment maintenant que les pays africains, effectivement, qui ne sont pas encore lancés, on va dire, de manière importante dans ces démarches, le fassent, prennent exemple sur les pays qui sont, on va dire, à l'avant-garde, et qu'ils commencent à réfléchir à la façon dont ils peuvent travailler tous ensemble et ne plus se voir, on va dire, comme des concurrents, mais comme des partenaires
qui doivent travailler ensemble pour développer le continent africain et les relations de ce continent avec les autres grands pôles de puissance qui sont en train d'émerger pour avoir un monde réellement multipolaire qui ne soit pas juste centré autour des grands pôles eurasiatiques, mais qui inclut le continent africain et le continent sud-américain. Merci infiniment à vous, Christelle. Je rappelle, vous êtes rédactrice en chef adjointe pour International Report, professeur Franck Davis, Rival Langa, vous êtes professeur à l'université Marie Ngouabi du côté du Congo-Brazzaville, tout comme professeur Diama Célestin, maître de conférence. Merci infiniment à vous, très cher monsieur. André Changlou, vous êtes géopoliticien, écrivain, président de le collectif France-Russie. Merci d'avoir été des nôtres. Arnaud Desvallées, vous êtes avocat international, mais surtout consultant politique. Merci à vous, très chers messieurs et dames, pour vos contributions combien importantes donc à l'édification des masses africaines et même au-delà. C'est donc ici que se referme cette autre édition de Globos en partenariat avec votre média Pan-African Média. Merci à toutes les équipes techniques, à la réalisation Adrien Angoué, montage et graphisme Françoise Niambi, community manager Bonaventure et chef d'édition Clarisse Widoven qui était derrière dans le petit tunnel Stone. Rendez-vous prochainement pour d'autres échanges en direct sur cette antenne.